Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Bonsoir David Rigoleros, merci d'être avec nous dans ce studio. Chercheur associé à l'IRI, spécialiste du Moyen-Orient, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Je voudrais avoir votre regard à vous sur la portée de l'opération américaine. L'Iran est-il vraiment touché ce soir? L'Iran est-il à terre? Quel est l'état des lieux? Non, alors l'Iran n'est pas à terre. L'Iran est un grand pays de 8 millions d'habitants sur une surface très importante. Il y a des capacités qui existent toujours. Donc là, l'enjeu de l'opération américaine, c'était, et ça a été calibré explicitement comme tel pour justement que ça soit pas présenté comme une guerre, que ça soit une opération ponctuelle, puisque Donald Trump veut surtout pas sans mettre le doigt dans l'engrenage, et donc effectivement il dit c'est une guerre contre le programme nucléaire, mais pas contre l'Iran. Ce sont les mots du président américain. Le peuple iranien, bien sûr, et il a précisé aussi qu'il n'était pas dans une logique de régime change, de changement de régime. Il l'a redit, et c'est important par rapport à Netanyahou, qui lui, implicitement, dans l'opération, pouvait s'inscrire dans une logique de changement de régime, justement. Donc, l'objectif, c'était effectivement de neutraliser, entre guillemets, les capacités de production de l'uranium enrichi sur 3 bases principales, 3 sites principaux, donc Natanz, Ispahan et surtout Fordo, qui est la plus emblématique parce que elle descend extrêmement profondément. C'est là qu'il y a les centrifugeuses les plus performantes, les IR6. Et l'enjeu était évidemment central puisque les Israéliens n'étaient pas en capacité militaire de pouvoir justement aller en profondeur. Seuls les Américains disposent à la fois de la bombe qui permet de le faire et du vecteur. La bombe, c'est la GBE-57 qui descend à 60 mètres en théorie. Et le vecteur, c'est le B2, pardon, et éventuellement le B52, mais là, en l'occurrence, ce sont des B2 qui ont été utilisés. 14 bombes, manifestement, d'après ce que dit Pete Hegseth, ce qui est considérable parce que ce sont des bombes qui ne sont pas produites en Syrie. Il y en a qu'une vingtaine. Ça veut dire qu'ils ont utilisé en une fois quasi plus des 2/3, sinon les 3/4 des unités disponibles. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, que peut-il rester à l'Iran? Évidemment, vous ne connaissez pas, et comme moi non plus, et personne ne connaît effectivement l'étendue de son arsenal. Mais le général disait il y a un instant qu'il pouvait rester les missiles les plus puissants. Vous y croyez? Ça c'est autre chose, ça c'est sur le balistique. En l'occurrence, les Américains ont pas été du tout visés des sites balistiques. Ça, ce sont les Israéliens qui le font. Les Américains s'étaient engagés sur le fait que l'Iran ne pouvait pas détenir une bombe et donc il fallait neutraliser le programme et les outils du programme nucléaire iranien, en l'occurrence les principaux sites d'enrichissement du programme, c'est-à-dire effectivement parce que l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, avait établi qu'il y avait aujourd'hui 408 kilos, 410 kilos d'uranium à 60%, donc très proche d'un taux potentiellement militaire, et que ce stock était effectivement le résultat de tout un travail de plusieurs décennies, et surtout des centrifugeuses qui étaient justement sur les sites en question qui ont été visés. Mais la question, David Rigoleros sur Europe 1, 19h35, la question effectivement que l'on se pose, c'est ce soir, l'Iran dit l'uranium enrichi n'a pas été touché. Donc, quelle conclusion faut-il tirer de cette affirmation? D'abord, est-ce que c'est possible? Et deuxièmement, qu'est-ce que ça change dans le programme nucléaire? Ils vont pouvoir continuer, alors ça prendra peut-être plus de temps, mais l'uranium enrichi est là. Alors, ce qui est sûr, c'est que la capacité d'enrichissement, telle qu'elle l'était avant la frappe, n'existe plus telle que c'était possible, puisqu'elle a été potentiellement détruite, ou au moins très dégradée. En revanche, le stock déjà enrichi à 60%, ça, effectivement, c'est une question centrale qui ne manquera pas d'être examinée par l'AIEA, parce qu'il y a une réunion demain. C'est une question centrale de savoir si éventuellement les Iraniens l'ont déplacé, et c'est pas exclure. Ils ont probablement pas forcément laissé ce stock, qui est un capital en réalité. Et j'insiste là-dessus parce qu'il y a une déclaration d'Ali Shamkhani, qui est un conseiller proche du guide, et en disant vous avez pu détruire des infrastructures, mais vous ne pourrez pas toucher à 3 choses. Le stock, de justement les 400 kilos, à 60%, qui potentiellement peut servir. Deuxièmement, l'infrastructure, l'écosystème scientifique et technologique, même s'il y a beaucoup de scientifiques qui ont été éliminés, et puis la volonté politique. Et il est question, il est envisagé une sortie du TNP, du traité de non-prolifération nucléaire de l'Iran, dont l'Iran. Ce serait dramatique. Ça aurait quelles conséquences? Si l'Iran sort de ce traité, quelles conséquences au niveau mondial cela pourrait-il avoir? Il y a un précédent, c'est la Corée du Nord. Mais la Corée du Nord, la situation était très très différente, non pas sur la sortie technique, mais sur le fait que on va dire les conséquences régionales et autres.
Là, évidemment, ce serait la mort du TNP, potentiellement, qui pourtant a été très utile depuis sa mise en œuvre en 1970, parce qu'elle a limité les pays dotés, les pays détenteurs, et surtout la prolifération. Donc oui, ce serait un très très mauvais signal, et l'Iran a évoqué l'article 10, justement, du TNP, en disant que c'était l'agression dont l'Iran venait de faire l'objet, était une violation qui pouvait être un motif de sortie du TNP. Donc on voit que l'Iran se réfère toujours à une dimension juridique pour justifier son positionnement. L'Iran, quelle peut être la réponse de l'Iran ce soir sur les États-Unis et sur Israël? Parce que l'Iran a été blessé dans son orgueil, frappé durement. L'Iran va répondre. L'Iran va répondre. Quel type de réponse peut-il apporter, David Rigollet-Rose? L'Iran ne peut pas ne pas répondre. Oui. Il y a la figure du lion iranien, une fierté nationale, un pays trimillénaire, de grande culture. C'est une humiliation. Alors pour ce qu'il y a de registres différents par rapport à Israël, de toute façon, les échanges de tirs étaient permanents, donc ils n'ont pas cessé. Ils vont certainement augmenter. Là, l'enjeu entre Israël et l'Iran, c'est par rapport aux lanceurs et au stock d'intercepteurs. C'est une vraie question de sécurité pour Israël, parce qu'il y a une consommation des intercepteurs très très importante. Et l'Iran joue sur le temps long, justement, pour garder éventuellement les meilleurs missiles susceptibles de frapper. On voit que certains commencent à passer, puisque le taux d'interception est passé de 90% à 65%. Donc, on ne sait pas si c'est exactement parce qu'il y a une amélioration des missiles qui sont lancés, ou si c'est parce qu'il y a un déficit d'intercepteurs. Chacun des deux va garder le flou parce que c'est évidemment stratégique. Concernant par rapport aux Américains maintenant, puisque c'est la question centrale que vous me posez, il y aura une réponse évidemment. Et les Américains ont fait savoir que si les bases américaines étaient visées, évidemment la réponse serait dévastatrice et elle ne se limiterait plus. Vous pensez que l'Iran, vous qui connaissez bien effectivement le secteur, vous connaissez bien Téhéran et toute son histoire, vous pensez que Téhéran pourra aller jusque-là? Sur le principe, ils pourraient, mais ils sont rationnels. Ils savent que s'ils font ça, c'est fini. La réponse sera dévastatrice. Donc l'Iran va plutôt chercher une réponse hybride, éventuellement indirecte, qui va perturber tout l'équilibre régional. Alors on a évoqué évidemment la possibilité de bloquer le détroit d'Ormuz, c'est fait. par où passe 20% du pétrole mondial. Qui posera un problème d'ailleurs aux Chinois qui sont le principal client justement des Iraniens, ce que n'ont pas manqué de faire savoir les Américains. Il peut miner le Golfe. Ça a été fait d'ailleurs à la fin de la guerre Iran-Irak en 1988, et d'ailleurs à l'époque il y avait une opération maritime, une bataille navale qui avait coulé une grande partie des bâtiments iraniens. C'est la flotte américaine qu'ils avaient coulé. Et puis l'Iran peut justement éviter par stratégie de frapper les cibles américaines, frapper d'autres cibles militaires éventuellement, mais qui ne soient pas américaines, qui soient par exemple des Européens, puisque les Européens sont présents dans la zone. Il y a des bases britanniques et il y a une base française aux Émirats, d'où évidemment les grandes interrogations, et puis des cibles non militaires. Et là, on retrouve le paradigme des cibles des hydrocarbures. Et il y a un précédent, puisque le 14 septembre 2019, l'Iran, via ses mandataires, sinon directement, avait visé la grande raffinerie d'Abqaiq en Arabie Saoudite, et avait retiré du marché 5% du pétrole mondial en une fois. Donc, et évidemment, tous ces éléments réunis pourraient faire, il y aurait un potentiel de déstabilisation globale majeur, sans toucher directement les bases américaines. Ce sont des possibilités, c'est passionnant. David Rigollet-Rose, effectivement, chercheur associé à l'IRIS, spécialiste du Moyen-Orient, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique, est avec nous sur Europe 1 à 19h40. Je voudrais, si vous le permettez, qu'on prenne Emmanuelle Galichet, qui est enseignante-chercheuse en sciences et technologies nucléaires au CNAM. Bonsoir Emmanuelle Galichet. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous en direct et de nous apporter votre expertise. L'agence atomique iranienne dit que les attaques américaines n'arrêteront pas ses activités nucléaires, d'autant plus que, semble-t-il, d'après Téhéran, l'uranium enrichi n'a pas été atteint par les frappes. Les frappes, d'abord, est-ce que vous y croyez? D'après les éléments que nous avons, quel est l'état de l'arsenal nucléaire iranien au moment où nous parlons ce soir? Il est sûr qu'il a été en partie détruit. Nous ne savons pas de combien, évidemment, puisque nous avons que des images satellites, mais c'est sûr qu'il a été très gravement touché. Ce soir, c'est sûr.
Il a été très gravement touché. Ça veut dire quoi concrètement? Si l'Iran a encore l'uranium enrichi, mais que ces sites ont été touchés, l'Iran peut encore se doter de la bombe nucléaire. Je dis les choses très, très simplement. Oui, bien sûr. En fait, les sites de production de la matière fissile enrichie ont été très largement touchés, effectivement, Ispahan, Natanz et Fordo. Par contre, nous ne savons pas où sont les 400 kilos d'uranium enrichi à 60%. Pour l'instant, nous ne savons pas. L'Iran dit qu'il les a cachés. Pour l'instant, il faut absolument savoir où ils sont. Et effectivement, vous avez raison, il est encore probable qu'ils puissent encore avoir quelques capacités que nous ne connaissons pas pour aller sur le chemin de l'arme nucléaire. Mais ça prendrait, c'est-à-dire que en fait, ce que je comprends et ce que nous comprenons, c'est que les frappes américaines historiques ne font pour l'instant que retarder, mais n'ont pas encore détruit. C'est ça ? Je pense qu'effectivement, c'est plutôt, on retarde largement, bien sûr, de quelques années sûrement, le programme iranien. De là à le détruire, c'est plus difficile à dire. David Rigolero, je vous vois réagir. Oui, non, mais effectivement, il y a une dégradation des capacitaires de du programme lui-même, effectivement. Il y a même probablement un bond en arrière, peut-être d'une décennie. Une décennie. On a gagné une décennie. Oui, ça c'est très intéressant, c'est très clair pour les auditeurs d'Europe 1. On a gagné avec ces frappes américaines une décennie. Je dis peut-être. Parce que le ministre israélien, avant les frappes, avait évoqué le fait que déjà, l'opération israélienne avait permis de gagner 2 ou 3 ans avant l'éventualité d'une décision pour fabriquer une arme. Là, on va plus loin, effectivement, mais en même temps, il y a des sites qui sont secrets. Même à Natanz, il y a un site à côté dont on a eu connaissance très récemment, qui est encore plus profond. Et quant au site, effectivement, de Fordo, qui est le site principal, le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Raphaël Grossi, qui l'a visité en partie, on l'a fait descendre jusqu'à 800 mètres. C'est énorme. De profondeur. C'est lui qui le dit dans une interview au Financial Times il y a un mois. Donc c'est dire que c'est très très difficile d'évaluer le degré de dégradation, même s'il est sans doute réel. Mais on voit bien que l'enjeu est ailleurs en réalité, parce que de toute façon, il y a un acquis nucléaire iranien sur lequel on ne revient pas. C'est l'acquis scientifique et technologique. C'est-à-dire tout l'écosystème scientifique et technologique qui a été mis en place avec des milliers de personnes qui ont travaillé sur ce programme. Et c'est un acquis, c'est-à-dire qu'on ne revient pas. Donc régler la question nucléaire, ça passerait par un accord sous une forme ou sous une autre. Ça, on va en parler avec vous dans un instant. C'est la diplomatie est essentielle, effectivement, dans cette affaire. Emmanuelle Galichet, enseignante-chercheuse en sciences et technologies nucléaires au CNAM sur Europe 1 à 19h44. L'Iran dit que les blessés ne présentent aucun signe de contamination radioactive après ces frappes américaines. Peut-on y croire? Est-ce qu'il n'y a aucune radioactivité qui s'est échappée de ces sites qui ont été durement touchés par les États-Unis? Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de radioactivité qui s'est échappée. Simplement, c'est une radioactivité qui est qui n'est pas très dangereuse et qui, en quelques centimètres dans l'air, est absorbée par l'air. C'est ce qu'on appelle des particules alpha. Et donc, la matière qui est à Fordo, Natanz et à Natanz est une matière qui n'a jamais été utilisée en réacteur et donc qui est peu radioactive. Donc, c'est vrai que les blessés qui ont été, comme le dit l'Iran, les blessés n'ont pas de blessures dues à la radioactivité. Il n'y a pas de contamination forte parce que c'est une matière qui n'a jamais été utilisée. Dans quelles circonstances ça pourrait effectivement devenir dangereux et une frappe pourrait dégager une radioactivité inquiétante? Alors, pas du tout sur ce genre de site. Les seuls sites qui, effectivement, où vous pourriez avoir des rejets radioactifs, ce sont ces Bushehr, donc le réacteur qui produit de l'électricité en Iran, ou d'autres, ou un réacteur. On sait que il y a peut-être d'autres réacteurs. Il y en avait un aussi à Téhéran. Il y en a encore à Téhéran qui produit des isotopes médicaux. Et donc ceux-là, évidemment, il ne faut pas les toucher. Et d'ailleurs, Israël et les États-Unis ce ne sont pas des cibles, justement. Non, ce ne sont pas des cibles. Merci beaucoup Emmanuelle Galichet, enseignante-chercheuse en sciences et technologies nucléaires au CNAM. David Rigolero, vous restez avec nous, chercheur associé à l'IRIS et spécialiste du Moyen-Orient. On va parler diplomatie. C'est important la diplomatie. Même si on a le sentiment que Téhéran n'a pas du tout envie de discuter. Ils vont voir Moscou demain, tirer la sonnette d'alarme chez Vladimir Poutine. Que peut-il ressortir de cette réunion? On en parle tout de suite. Le Top Jeu Europe 1, c'est maintenant.
Vous avez 15 minutes pour tenter votre chance et vous inscrire au tirage au sort par SMS. Envoyez le nom de votre radio préférée Europe 1 au 7 39 21. 7 39 21. 3 fois 75 centimes plus coût du SMS. Le Top Jeu Europe 1, gagnez votre Switch 2. Jouez maintenant. Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Et Pin. c'est une émission spéciale que nous consacrons ce soir aux frappes américaines. Tiens, d'ailleurs, les États-Unis sont-ils redevenus le gendarme du monde? C'est une des questions que l'on se pose après ces frappes historiques. Je vous vois sourire David Rigolay-Rose, chercheur associé à l'IRI, spécialiste du Moyen-Orient, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Le plan, la diplomatie, capitale la diplomatie. Pour l'instant, Téhéran oppose une fin de non-recevoir à toutes les demandes qui ont été formulées, y compris celle de l'Europe. Mais Donald Trump aussi leur a dit retournez à la table des négociations. On va parler du nucléaire civil. Le nucléaire, la bombe nucléaire, c'est non, mais le nucléaire civil. Revenez à la table des négociations. Donald Trump qui menace Téhéran et qui lui dit dépêchez-vous de signer un accord de paix parce que ça risque de dégénérer. Quelle est la situation ce soir? Parce que Téhéran ne voudra pas négocier. David Rigolay-Rose. Téhéran ne peut pas accepter l'ultimatum qui lui est formulé, à savoir capitulation sans condition. C'est pour un Iranien, c'est pas possible. Donc, et c'est là où il y a une disjonction dans la logique de Donald Trump, parce que il est sincère dans le souhait de vouloir finalement un accord et d'éviter de rentrer dans une logique de guerre. Il a présenté cette opération comme une pression. La diplomatie par la force, puissance XXL. C'est la diplomatie pour forcer les Iraniens à venir. Mais le problème, c'est qu'il connaît mal les Iraniens, l'histoire iranienne, et c'est pas comme ça qu'il faut leur présenter s'il veut aboutir. Il leur laisse, c'est une humiliation, ce qu'il formule. Et donc pour eux, c'est pas concevable. Il n'y a pas de logique transactionnelle qui est proposée. Donc ça va être très compliqué de revenir à une logique effectivement diplomatique, même si lui l'aurait souhaité et le souhaite toujours. Mais il est pris dans des contradictions qui font que il prend pas en compte cette dimension culturelle historique de l'Iran. Oui, il fait semblant de ne pas la prendre en compte, peut-être, non? Réellement. Il y a une sous-estimation. Il n'a pas de profondeur historique. Donc, pour lui, il voit ça comme des données techniques. Et donc, effectivement, il pense qu'avec le coup qu'il vient de donner, ils ne pourront qu'accepter et vous dites non, David Rigolay-Rose, évidemment. Or, c'est mal connaître les Iraniens, parce qu'ils ne peuvent pas, dans ces conditions, accepter quelque chose, une transaction, d'autant plus que le régime joue sa survie. Alors, justement, les Iraniens qui vont chercher du secours auprès de Vladimir Poutine demain à Moscou, sur quoi peut déboucher cet entretien, ce tête-à-tête, selon vous? C'est pour faire, on est entre faux amis, Moscou et Téhéran, parce que théoriquement, il y a un partenariat stratégique qui a été signé le 17 janvier 2025. Entre l'Iran et la Russie. Mais Vladimir Poutine a pris soin de ne pas intégrer une clause de sécurité militaire, d'assistance militaire en cas d'agression de l'Iran notamment, pour éviter de se retrouver entraîné. Qui plus est, historiquement, il y a une méfiance, sinon une défiance vis-à-vis de Moscou, qui est présenté comme l'allié politique, etc. de l'Iran. Mais l'Iran a la mémoire longue et notamment se souvient de l'occupation soviétique de la Perse en 1941 jusqu'à 1945. Donc les relations entre Moscou et Téhéran sont toujours empreintes d'ambiguïté. Il n'y a pas une confiance totale, c'est un euphémisme. Alors peut-être que Abbas Araghchi qui va là-bas aura des demandes qui sont relatives à des fournitures d'armes. C'est possible. Ou un soutien politique plus marqué. Mais en tout cas, il pourra pas compter sur un soutien militaire. Et la même chose joue d'ailleurs pour la Chine, qui a également un partenariat, une coopération stratégique depuis 2021 et qui est un client important justement du pétrole décoté, mais qui n'a pas envie forcément de rentrer dans une logique d'explosion générale, surtout pas, puisque de toute façon Pékin regarde surtout vers Taïwan. David Rigolay-Rose, on va aller en Israël dans un instant où l'image de Benyamin Netanyahou a bien changé ce soir auprès des Israéliens. Il est extrêmement décrié, mais c'est vrai que cette attaque américaine change la donne. On va rejoindre Frédéric Simon en direct de Tel Aviv. Je voudrais vous poser quand même une question aujourd'hui, alors que le Conseil de défense a commencé chez nous. Tiens, qu'est-ce qui peut ressortir de ce Conseil de défense, selon vous, David Rigolay-Rose, ce soir, autour d'Emmanuel Macron à l'Élysée? Il y aura sûrement une évaluation des risques d'amplification de la crise. Et puis, pour la France, des risques d'exposition. Quel risque la France quels sont nos risques? Notre principale base d'outre-mer, c'est la base d'Al-Dhafra aux Émirats, en face de l'Iran. Et on pourrait être effectivement une cible. Qui peut présager
de ce que sera la stratégie iranienne, qui prendra garde à ne pas viser les bases américaines, pour des raisons évidentes, mais qui pourra avoir des velléités de viser des bases d'alliés d'Israël qui ne sont pas les Américains. Par exemple, la France, effectivement, ou l'Angleterre, notre base pourrait être la touchée. Grande-Bretagne, il y a aussi des bases. Donc potentiellement, il y a effectivement une inquiétude qui n'est pas infondée, puisqu'il y a un grand point d'interrogation sur la nature de la réplique iranienne à venir. La nature de la réplique iranienne. Et c'est vrai, on n'en a pas ni la mesure, ni nous, ni les Américains, ni les Israéliens. Aujourd'hui, quelle pourrait être la réplique de l'Iran? On l'ignore, en fait. Oui, et d'ailleurs, ils entretiennent le doute. Ça fait partie de l'ambiguïté stratégique. Ils savent qu'ils prendraient un risque incommensurable s'ils visaient directement les Américains. Donc, par rationalité, on peut rien exclure, mais ce serait la fin du régime. En revanche, la capacité de mobiliser des mandataires dans divers pays, on sait que les Américains viennent de fermer, envisagent de vider leur ambassade à Beyrouth, qui est la plus grande du monde. Ils ont déplacé des personnels de leur base. Ils ont déplacé les personnels également de leur ambassade à Bagdad. Donc il y a l'idée qu'effectivement il y a une mobilisation potentielle de projection dans les pays de la région contre les intérêts occidentaux en général et américains en particulier. Et puis j'évoquais la question évidemment pétrolière, puisque on va dire les Iraniens vont évaluer les points sensibles, les talons d'Achille, évidemment, de leurs adversaires. Ce qui est logique, ça fait partie de la stratégie Oui, des pays. de tous les pays, effectivement, alors qu'Emmanuel Macron vient de déclarer qu'il ne fallait pas d'escalade incontrôlée. Oui, bon, quel est le poids de la France dans cette affaire, David Rigollet-Rose? La France, de toute façon, est liée à ce qu'on appelle l'UE3, c'est-à-dire le groupe signataire du défunt JCPOA, quasi défunt, c'est-à-dire l'accord de 2015, puisqu'il y avait la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne. Donc il y a un trio européen qui a essayé de relancer un processus de négociation, qui a été balayé d'ailleurs d'un revers de main par Donald Trump, en disant que c'est pas les Européens qui avaient la main sur ce processus, que de toute façon ce serait une relation entre les États-Unis et l'Iran. Donc c'était très clair, et donc on est un peu spectateur inquiet de la situation, parce que les Européens n'ont pas la main, n'ont plus la main en réalité, parce qu'ils l'avaient eu à un moment éventuellement avec la possibilité de mobiliser le snapback, qui était le rétablissement des sanctions, mais là on est passé à autre chose, et c'est très difficile de revenir en arrière à partir du moment où l'option militaire s'est enclenchée. Merci beaucoup, David Rigollet-Rose. Merci infiniment d'être resté avec nous et de nous avoir éclairé sur la situation, tant sur le plan diplomatique que stratégique. Chercheur associé à l'IRIS, spécialiste du Moyen-Orient, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Merci d'avoir été avec nous dans le studio d'Europe 1.